Bienvenue au podcast Géolite, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Ben Moussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Bonjour Omar Bonjour Zineb. et bonjour à nos auditeurs sur un nouveau épisode du podcast Géolite. Alors on va parler aujourd'hui de l'être humain, cette créature la plus complexe, et nous allons parler d'un aspect de la vie professionnelle de l'être humain, à savoir le management. Nous allons essayer de discuter le sujet du management. C'est du coup pour problématique, être manager, une évidence ou pas. Et du coup, alors, human management, gérer les êtres humains, ça ne s'apprend pas dans les manuels. C'est tout à fait différent des autres aspects de management, à savoir des ressources matérielles, dans l'aspect général de la chose, ou la gestion d'autres aspects, bien sûr physiques et palpables, comme la gestion du temps, la gestion financière dans une entreprise, ou les autres aspects de gestion. Donc en fait, la gestion de l'être humain est l'aspect le plus complexe, en effet. C'est une évidence. Je pense que toute personne dans une entreprise en est consciente, parce que ça nécessite justement plusieurs aspects qui ne sont pas appris ni dans les bancs de l'école, et parfois même pas en suivant une carrière dans une entreprise ou dans plusieurs. Et du coup, qu'en est-il de ce human management? Alors aujourd'hui, si on discute le management de l'être humain, au-delà de la complexité ou je vais dire la difficulté du management en soi, sauf que le management du point de vue général, on peut le maîtriser, on peut apprendre à gérer en se basant sur une boîte à outils et des tools qui permettent, je vais dire, d'avoir cette SWOT du concept qu'on gère. Et avoir cette matrice de risque pour dire que effectivement lorsqu'il s'agit du time management ou de finance management, il y a une matrice de risque qu'il faut maîtriser et il y a des action plans qui vont être déclenchés une fois il y a une alerte qui va être remontée. Sauf que ici, lorsqu'on parle de human management, c'est un autre débat, c'est une autre philosophie et c'est un autre contexte. C'est un contexte qui est basé sur l'immaîtrisable. C'est un contexte qui est basé sur la gestion des émotions. C'est un contexte qui est basé aussi sur la fluctuation de l'environnement. Et lorsque je parle ici de la fluctuation, on parle d'un bon sens qui doit être développé pour maîtriser et trouver le juste moment pour aborder la personne, pour donner un feedback ou pas, pour gérer la personne. Lorsque je dis gérer la personne par abus de langage, c'est pour gérer la collaboration avec la personne. Parce qu'in fine, une bonne gestion avec l'équipe, ça permet soit d'avoir cette efficacité opérationnelle ou bien créer une vraie impasse. Et ici, où on parle d'un élément qui est hyper important et primordial dans ce human management, qui est l'intelligence émotionnelle. On peut avoir le meilleur savoir-vivre, le meilleur savoir-faire, mais il est nécessaire d'avoir cette intelligence émotionnelle qui va se développer aussi et créer une intelligence collective pour dire qu'aujourd'hui, avec cette équipe, avec ce groupe, voilà je vais dire, la méthodologie de gérer, de gérer le déroulé et de gérer la productivité de ces personnes.
Et aujourd'hui, le management a pris une nouvelle forme. Donc, on est aujourd'hui face à des modèles de gestion d'entreprise de plus en plus centrés autour du capital humain. C'est la vraie richesse aujourd'hui. Heureusement que c'est le cas bah, du fait que qu'aujourd'hui en fait les autres ressources sont disponibles, à savoir les aspects technologiques, les outils enfin qui vont nous permettre de gérer l'entreprise. Donc le vrai enjeu pour les entreprises, c'est justement cet aspect humain et ce qui fait généralement la différence entre une entreprise qui réussit son activité et une entreprise qui ne la réussit pas, c'est justement son capital humain. C'est la raison pour laquelle il y a cette guerre justement de fidélisation de ressources, il y a cette guerre envers avoir le meilleur management et faire en sorte d'avoir le meilleur management. Mais justement, la vraie question, c'est comment? Et qu'est-ce qui fait qu'une personne est un bon manager et qu'est-ce qui fait que la personne est moins bonne autant que manager? Donc, le premier point que je soulèverais peut-être, c'est que c'est vrai qu'on en va trouver un peu partout aujourd'hui des indicatifs, comment être pour être un bon manager, qu'est-ce qu'il faut plutôt faire et ne pas faire pour ne pas euh, tomber dans cette case de mauvais manager. Sauf que aujourd'hui, je parle de mon propre point de vue. Je suis très convaincue que l'on n'apprend pas le management de manuel, l'on n'apprend pas le management d'en fait, en le lisant quelque part, ou c'est pas un entraînement qu'on fait pour devenir un bon manager. C'est plutôt, comme tu l'as bien expliqué, c'est une intelligence émotionnelle qui peut être acquise en effet, mais c'est beaucoup de bon sens aussi, comme tu l'as bien expliqué, Omar, du fait que voilà, aujourd'hui, on en a surtout besoin de managers pour fidéliser, par exemple, leur capital humain, ont besoin de customiser on va dire, leur management à chacun des collaborateurs. Et là, lorsqu'on pense à une taille d'entreprise, à un manager qui a une équipe de 40 ou 50 personnes en moyenne, l'enjeu est très grand. Et du coup, ok, on a beau savoir que il faut avoir une intelligence émotionnelle ou ce qu'on appelle le EQ qu'on commence aujourd'hui à mesurer auquel on s'attarde aujourd'hui euh, on va dire, dans l'évaluation des compétences des personnes. Mais aussi, figurons-nous que ce manager est un être humain. Donc, la responsabilité qui lui est attribuée est une responsabilité de faire en sorte c'est une responsabilité de faire en sorte que les personnes avec lesquelles il va travailler, ses managers, soient performants, soient en bon état toujours, mais attendant, est-ce que ce manager est aussi toujours dans la mesure de l'idée cette équipe dans le bon sens? Est-ce que ce manager doit toujours être en mesure de bien comprendre ses managers et de enfin les fédérer autour d'une vision et autour d'un objectif commun. Donc, moi, je pense aujourd'hui que ce modèle de management tel que qu'on l'attend ou tel qu'on l'a conçu pour les entreprises est à revoir. Parce qu'il y a beaucoup de responsabilités qui est sur le dos d'un manager qui n'est pas forcément prêt à affronter on va dire, tout ce challenge qui est plus sur la partie soft skills que sur la partie hard skills. Je compléterai peut-être en disant que, comme tu as bien mentionné, le manager aussi, c'est un être humain. Et du coup, il y a des choses, à mon sens, qu'il faut considérer dès le départ. Un turnover au sein d'une entreprise, c'est une fatalité. Une- je vais dire une monotonie, ou bien la sensation de vivre une monotonie dans l'activité, c'est une fatalité aussi. La non-satisfaction
dans une activité ou autre, c'est une fatalité qui peut être passagère. Effectivement, ça ne doit pas être courante et ça ne doit pas être éternel, mais ça peut passer. Et du coup, une fois on est conscient que ce sont des aspects qui sont existants, qui sont là, euh, ici on peut définir un bon manager. C'est la personne qui va bien gérer ses fatalités. C'est la personne qui va... En fait, dans l'objectif, c'est pas de détruire ses fatalités. C'est pas en fait, le fait de... Lorsqu'un top management demande, ou bien un CEO demande à un manager de réduire le turnover à zéro, c'est une demande qui n'est pas logique. Mais effectivement, optimiser cette retention de ressources et travailler sur la réduction de ce turnover, oui, c'est le travail du manager. C'est le travail d'un bon manager. Et c'est le résultat in fine du manager. Et ici, si on va parler un peu d'un bon manager, à mon sens, bon, en se basant sur ma petite expérience en management, je vais dire que le management, c'est pas une recette. Genre, on va pas dire que c'est une recette secrète, il faut appliquer premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, et voilà, tu vas être un très bon manager. Parce qu'en fait, le management, être un bon manager, c'est très subjectif. Euh, Selon l'œil du manager, selon l'œil du top management, avec toute la transparence et la bonne volonté du monde, euh, toute transparence transverse dans l'entreprise, un bon manager pour X, c'est pas un bon manager pour Y. Et du coup, on peut jamais embrasser la satisfaction de Monsieur Tout le Monde. Sauf que, en se basant sur le bon sens, comme on avait dit tout à l'heure, il y a des basics du bon manager. Et du coup, il y a un minimum, un minima, il faut avoir je vais dire, facultés, que qualités qui permettent à ce manager de bien gérer une équipe qui est différente, une équipe qui est polydisciplinaire, une équipe où les composants sont hétérogènes, pour gérer plusieurs contextes, pour gérer les ups and downs de l'équipe et pour améliorer, in fine, l'efficacité de cette équipe. Et ici, je vais parler un peu du rôle de manager pour motiver l'équipe. Et c'est ici le vrai rôle du manager. C'est vraiment être le catalyseur de la productivité de l'équipe, être la personne qui va motiver lorsque les équipes sont démotivées. C'est la personne qui va encourager lorsque les équipes vont réussir le challenge. Et ici, on va parler d'un sens de reconnaissance, parce qu'en fait, on peut avancer, on peut atteindre les objectifs, mais s'il n'y a pas un sens de reconnaissance, quelle est la vraie motivation? Parce qu'in fine, on ne motive pas lorsqu'on est démotivé, mais on motive aussi lorsqu'on est motivé, pour garder cet élan vital de productivité, cet élan vital d'engagement. Et ici, ça rapporte un peu une responsabilité de plus au manager. Peut-être que ça figure pas dans sa fiche de poste, ou ça figurait pas dans sa fiche de poste. C'est être le garant de l'engagement de son équipe. Parce qu'in fine, en donnant l'exemple, en étant le modèle je vais dire, d'engagement, le modèle de persévérance, ça permet de motiver et d'impliquer davantage l'équipe. Et vice-versa, lorsqu'on parle d'un mauvais manager, c'est pas ce sont pas des ABC. Ce sont, je vais dire, peut-être des réflexes, ou je vais plutôt les nommer des maladresses, qui donnent une image de posture, qui donnent une image de mauvaise intention, qui donnent une image d'une nonchalance de ce manager. Et si on se base sur les remontées des managers, généralement, un mauvais manager, c'est quelqu'un qui ne prête pas attention à son équipe, c'est quelqu'un qui est indifférent, c'est quelqu'un qui est égocentrique et du coup, il s'approprie le résultat de ses équipes et le présente. C'est quelqu'un qui se donne l'éloge et c'est quelqu'un qui pourrait, je vais dire,
avancer pas ensemble, mais plutôt avancer tout seul. Et ce sont je vais dire, des défauts et des maladresses. Je préfère les nommer des maladresses parce qu'en fait, si c'est attentionné, c'est un problème. Mais parfois, c'est pour ça que je dis que ce sont des maladresses, parce que généralement, à mon sens, la personne n'est pas consciente de ses activités. Et du coup, le manager se sent à un certain moment frustré, et c'est ici le rôle du manager pour se remettre en question. Se remettre en question et se lancer dans une introspection et dire que aujourd'hui, qu'est-ce qui marche mal? Pourquoi les équipes sont démotivées? Pourquoi les équipes ne sont plus engagées? Pourquoi les équipes ne se donnent pas à fond? Euh, c'est possible que les équipes ne sont pas performantes et du coup c'est un problème d'efficacité de performance, mais c'est aussi une grande part de responsabilité du management. En effet, je pense que les gens vont être d'accord sur la définition d'un mauvais manager. Je pense que c'est très facile en fait de détecter ces red flags qui font qu'une personne n'est pas la personne appropriée pour être en management. Et tu en as déjà parlé, Omar, des différents aspects qui font peut-être que certaines personnes ne le sont pas. Du coup, ici, la question qui va se poser, c'est pour devenir manager, est-ce qu'il y en a des pistes d'évolution au sens où la personne va devenir management d'une équipe moins senior qu'elle et moins, enfin, sur laquelle elle va reposer. Et du coup, alors, le souci aujourd'hui, tel que nos modèles organisationnels fonctionnent, c'est que lorsque la personne devient experte dans son périmètre et maîtrise son périmètre, arrive à atteindre ses objectifs, elle est forcément promue au poste de management. Sauf que l'on ne pense même pas, est-ce que la personne est capable de gérer cet aspect de gestion des êtres humains, cet aspect de fédération des êtres humains autour d'un même concept, autour des mêmes objectifs. C'est ça la vraie question. Alors, la vérité, je ne pense pas qu'il y ait un seul modèle pour atteindre cela. Il peut y avoir plusieurs façons, peut-être des tests psychologiques pour voir est-ce que la personne est harmonique avec l'équipe qu'elle va gérer. Encore une fois, pour dire avec l'équipe qu'elle va gérer, parce que si elle est avec un contexte particulier, elle ne l'est pas forcément avec un autre contexte ou avec une autre équipe qui est hétérogène de la première équipe. Peut-être que la meilleure façon, c'est de fédérer, enfin, c'est de manager par l'exemple peut-être. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on est expert dans un domaine, on incite les gens à justement à suivre notre exemple dans ce domaine-là ou dans ce sujet-là. Donc, vraiment, il n'y a pas de bonne recette en effet pour devenir un bon manager. Sauf que il y a des best practices qui relèvent toujours du bon sens, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Et c'est sûr qu'un bon manager, c'est un manager qui va être à l'écoute de son équipe. C'est sûr qu'un bon manager a l'empathie pour comprendre les douleurs de l'équipe, pour détecter lorsque quelque chose ne va pas bien. Donc, et bien sûr, tout ça en parallèle avec l'aspect productivité, parce qu'une entreprise est là pour justement faire du chiffre, pour générer un gain financier et bien sûr un gain sur l'autre aspect, notamment la réussite, la renommée et tous les autres aspects. Du coup, là, en fait, l'enjeu est double parce que on n'est pas justement que dans un modèle social, mais c'est un modèle socio-économique. Donc, l'enjeu est véritable et c'est la raison pour laquelle un bon manager est d'abord une très bonne personne sur le métier, sur le corps du métier. Et puis, en parallèle, c'est une personne qui doit avoir un IQ capable de lui permettre, bon, un IQ, c'est pour dire le quotient émotionnel en français, et justement pour permettre à la personne de pouvoir en fait gérer une équipe
et gérer l'aspect humain en fait, de cette collaboration entre le manager et les managers. Et du coup, alors, il y a aussi une expérience qui permet de le faire, c'est tout ce qui est associatif, parce que l'aspect associatif réunit les gens généralement pour des buts non lucratifs. Donc, on n'est pas forcément censé, je vais le dire de manière toute crue, on n'est pas forcément censé supporter une personne qui n'est pas un bon manager, parce que si c'est un aspect non lucratif et qu'on n'est pas satisfait, on va forcément abandonner ou quitter cette association, peut-être pour le but, pour une autre. Et du coup, donc, moi, je pense à l'expérience junior entreprise qui réunit justement les étudiants autour d'un concept qui fonctionne comme le modèle d'une entreprise normale. Et du coup, alors, ce modèle-là, vraiment, ça apprend le management parce que l'objectif est le même d'une entreprise dans le même secteur, sauf que l'enjeu est double du fait que toutes les personnes sont des étudiantes, donc parfois ils sont du même niveau, même scolaire, euh, c'est-à-dire à savoir de la même promotion, de la même filière par exemple. Et le deuxième enjeu, c'est que une personne doit prouver son leadership et doit prouver en fait la capacité de pouvoir gérer cette équipe et de pouvoir réunir cette équipe autour d'une activité qui est encore non rémunérée pour la majorité de ces aspects. Du coup, c'est un vrai apprentissage associatif. Alors moi, je parle de l'exemple junior entreprise, mais l'associatif de manière générale est très formateur dans ce sens, du fait qu'une personne qui a la vision ou les personnes qui ont la vision de cette association, leur rôle c'est de fédérer autour d'eux d'autres personnes et c'est de rassembler plusieurs personnes pour le même but. Et il n'y a pas l'aspect pécunier, l'aspect gain financier qui peut-être aujourd'hui malheureusement fait garder des collaborateurs qui subissent un mauvais management parce que c'est leur source de revenus, parce qu'ils n'en ont pas d'autre choix que d'être managés par la mauvaise personne. Donc, si je peux résumer peut-être mon point de vue de l'aspect management, je dirais que être un bon manager, c'est aussi s'attarder sur son quotient émotionnel, sur la capacité de pouvoir avoir les soft skills, de gérer une relation qui est avant tout humaine. C'est aussi être formé en voyant d'autres aspects qui ne sont pas forcément financiers. Et c'est aussi en fait la capacité d'allier résultats et en même temps bonne atmosphère, bon milieu de travail. À mon tour, je vais m'attarder sur juste une petite distinction. Euh, En fait, il ne faut pas confondre évolution au sein de l'entreprise avec prise de poste de management. On peut être un très bon exécutant, on peut être un très bon collaborateur sur ce qu'on fait, euh, avoir un career path qui commence par un poste junior, confirmé, senior, mais ça ne veut pas dire qu'au-delà de senior, la personne peut devenir manager. Parce qu'en fait, il s'agit de deux pistes de carrière. Euh, Switcher vers une carrière de management, c'est être manager, responsable et manager par la suite, voire poste de direction, ou encore rester sur quoi la personne excelle et après cette seniorité dans le sujet, ça va être plutôt une ouverture en expertise et par la suite être le référent du sujet. Ici, c'est juste pour un peu... en fait, c'est mon avis. Le management, c'est pas un acquis. C'est pas une conséquence évidente d'une évolution de carrière.
C'est au-delà d'une maîtrise technique, c'est au-delà d'une maîtrise fonctionnelle des sujets, c'est au-delà d'une atteinte d'objectifs. Si aujourd'hui la personne est objectivée pour atteindre 100 et elle atteint 200, ça ne veut pas dire que c'est un top gain effectivement comme collaborateur, mais c'est pas un potentiel de manager. Ici, on parle de plusieurs facultés soft skills, comme on avait expliqué tout à l'heure. Et du coup, c'est un apprentissage non seulement théorique, mais c'est aussi beaucoup de pratique. Lorsqu'on dit beaucoup de pratique, tu as évoqué l'expérience junior entreprise. Effectivement, c'est un programme qui permet d'être affronté, être en frontal avec des êtres humains, les fédérer, les motiver, les gérer, gérer leur activité, gérer leur baisse d'activité, gérer leur productivité, gérer leur stress, gérer leurs résultats, et être engagé et les engager. Et du coup, c'est une vraie expérience qui permet de savourer ce management, de découvrir le management, et c'est aussi une expérience qui permet de se former en management. Ici, si je vais un peu récapituler, et pour répondre à la question est-ce que être manager c'est une évidence ou pas, à mon sens, c'est tout sauf évidence. C'est un travail collectif, c'est un travail individuel et c'est une synergie à créer. C'est une posture et je vais terminer par dire que c'est une volonté qui est apprivoisée par une boîte à outils de bienveillance, d'intelligence émotionnelle et de bon sens. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de GeoLead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!